Chers téléspectateurs de la RTCE, bonsoir et bienvenue à votre émission DH à la portée de tous, tout le droit de l'homme à votre portée. Comme vous le savez bien, DH est une émission de l'Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux en sigle AIDEF. AIDEF, c'est une structure qui milite pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons discuter autour d'une problématique ou autour d'une question très importante. Qui est un défenseur des droits de l'homme? Voilà la thématique d'aujourd'hui. Mais bien avant cela, nous allons toucher les questions d'actualité comme toujours. Et ce soir, nous avons reçu pour vous Maître Henri Wemboloir. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Maître Jaël, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Maître Henri, parce que vous les connaissez déjà, mais on va quand même le présenter. Il est président de AIDEF, Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux. C'est avec Maître Henri que nous allons discuter autour de la thématique sus évoquée. Mais bien avant cela, nous allons toucher les questions d'actualité. Maître Henri, parlons un peu de la réforme pénitentiaire et le droit des détenus. Mais bien avant votre commentaire, on va demander à la technique de nous mettre... Du Congo central. C'est dans le calme du jardin botanique de cette ville que les experts en matière judiciaire se sont retrouvés dans un atelier retraite. Objectif, élaborer des projets de textes d'application de la nouvelle loi pénitentiaire en RDC. 5 jours ont été nécessaires pour les participants afin de passer en revue les projets des textes d'application mis en place avant la publication de la loi numéro 23/028 du 15 juin 2023 déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Représentant le ministre d'État, ministre de la Justice, la directrice du cabinet a circonscrit le cadre de l'organisation de cet atelier. C'est-à-dire qu'elle a voulu d'abord faire prendre conscience à tout le monde de l'importance, n'est-ce pas, des enjeux qui entourent les travaux qui commencent ce jour. Parce que c'est quand même une ère nouvelle que le secteur pénitentiaire va commencer avec la loi qui a été votée et promulguée par le chef de l'État. Et donc, dans les différents hauts cadres réunis ici auront la charge de réfléchir et d'adopter, de valider les mesures d'application qui sont très attendues pour permettre au secteur pénitentiaire de fonctionner convenablement. Maître Henri, je crois qu'ensemble avec vous, on a suivi ces petits éléments. Avez-vous un commentaire à faire là-dessus? Merci beaucoup, madame. Comme vous l'avez dit, nous saluons les réformes pénitentiaires dans notre pays aujourd'hui. C'est vraiment important pour le respect des droits des personnes en détention. Et là, c'est le ministère de la Justice avec le programme PARJ 2 qui ont organisé cette activité très importante à Kisantu. Nous saluons vraiment cette activité et tous les participants pour le travail de qualité qui a été abattu à Kisantu dans leur atelier pour obtenir les textes de mise en œuvre de la loi relative aux principes fondamentaux portant sur le régime pénitentiaire. Ça, c'est vraiment important et ceci, c'est une suite normale et ça continue avec beaucoup d'activités. Nous avions, vous vous rappelez, AIDEF organisé grâce à l'appui de l'ambassade de Suisse, une activité importante aussi au niveau de la MONUSCO, Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ministère de la Justice sous son patronage. Donc des réflexions sur la mise en œuvre, n'est-ce pas, des droits des détenus. Et nous sommes vraiment contents. Là, nous remercions beaucoup son Excellence le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu prendre des mesures de grâce en faveur de 350 personnes pour désengorger les prisons. Et bien avant cela, il y a un suivi quand même qui se manifeste par rapport au suivi des cas de détention arbitraire, irrégulière. Il y a des cas qui ont été normalisés pour que les personnes répondent en justice. Il y a des
cas qui ont été libérés tout simplement, ou même liberté provisoire, ou même levée de détention. Ce sont de bonnes choses et nous espérons que ceci va continuer. Ceci va continuer aussi avec la création d'un mécanisme national de prévention de la torture indépendant qui pourra faire des visites des lieux de détention dans tous les cachots et dans toutes les prisons. C'est vraiment un défi à relever et c'est très important dans la marche sur la démocratie, sur le respect des droits de l'homme dans notre pays. Merci beaucoup, Maître Henri. C'est un défi vraiment de mettre en œuvre ces mécanismes nationaux de prévention contre la torture. Je pense qu'on va toujours continuer à se battre, on va continuer avec le plaidoyer pour que cela soit réellement effectif. Maître Henri, vous êtes sans ignorer de tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC? Ah, merci. Il y a des sommets de l'Union africaine qui s'est tenu par rapport à cette situation de la guerre en République démocratique du Congo, à l'est de notre pays. Et ce qui est beaucoup à déplorer, c'est le nombre de personnes qui sont déplacées, nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir, ça et là. Et on a parlé d'une certaine accalmie avec cette guerre-là, dans certaines zones occupées, mais au fond, on doit encore féliciter les militaires de la RDC et les encourager davantage, que nos FARDC aient tout le courage et qu'on mette à leur disposition tous les moyens nécessaires pour mettre fin à cette guerre. Et aussi, la communauté internationale est appelée à intervenir dans cette situation parce qu'il ne faudra pas donner l'impression que les Congolais sont les mal-aimés par plusieurs pays dans le monde parce qu'il y a beaucoup de minéraux en RDC où il faut exploiter ces minéraux et que le peuple congolais continue à souffrir. Donc créer la guerre pour aller prendre ces minéraux à partir de ceux qui créent la guerre. Donc ça, c'est vraiment une situation qui est déplorable. Alors, pour Chité, nous disons, la paix, ça fait partie aussi des droits de l'homme. C'est très important, le droit à la paix. Et les Nations Unies ont été créées pour le maintien de la paix et de la sécurité sur le plan international. Un grand défi aujourd'hui pour l'Organisation des Nations Unies, d'asseoir cette paix en Ukraine, en RDC, dans le Sahel, en Afrique, tout ça, c'est important. Et nous espérons que c'est une marche et on évolue petit à petit, on doit aboutir à cela. Nous espérons qu'en RDC, les efforts doivent être fournis dans tous les sens possibles pour sauvegarder, n'est-ce pas, l'intégrité du territoire de notre pays. Et voilà, madame. Vraiment, nous espérons qu'il y aura cette paix-là, étant donné que ça a vraiment pris beaucoup d'années que ces peuples, ou nos Congolais qui sont dans le coin du pays, vivent ces situations, des villages incendiés, de parents qui sont morts et laissent leurs enfants orphelins. Et il y a même ceux-là qui intègrent la guerre, ces enfants de guerre, comme on les appelle communément. Donc on espère vraiment que... Oui, madame, ce que vous dites là est vrai. C'est vraiment un sérieux problème. Et pendant certains moments, on a eu l'impression de dire que non, c'est la guerre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Donc c'est loin de la République démocratique du Congo. À Goma, c'est loin de Kinshasa. Mais aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une prise, n'est-ce pas, de conscience, presque sur toute l'étendue, n'est-ce pas, du pays qui se dit non, non à cette guerre. Et avec ce principe, plus jamais seuls, donc ils sont plus seuls. Même nous qui sommes ici à Kinshasa, que ce soit dans le Congo central, partout dans la RDC. Oui, parce que vous avez évoqué le Congo central, le Maïndombe ici. Donc ce sont des situations, ce sont des problèmes sur lesquels on doit fournir des efforts pour mettre fin à la guerre, que les gens vivent de manière paisible. Exactement. Merci beaucoup, Maître Henri. Alors, c'était là le point qui a été réservé par rapport à l'actualité. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet avec cette question. Qui est un défenseur des droits de l'homme, Maître Henri? Qui est défenseur des droits de l'homme? Bon, on peut se poser cette question et on voit qui est défenseur des droits de l'homme. Quelqu'un va dire, il va penser que c'est celui qui intervient pour défendre les Koulouna. Ouais, c'est une façon de répondre. C'est qu'on dit généralement.
ce qu'on dit généralement. Mais moi, j'aimerais lire quand même la loi. Parce que notre pays a adopté, a publié au journal officiel la loi numéro 23/027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tous les réseaux de protection des défenseurs des droits de l'homme à travers le pays sont en train de travailler sur la sensibilisation, la vulgarisation et, n'est-ce pas, le travail que fait le défenseur des droits de l'homme, que l'on puisse connaître cette loi. Et je peux vous répondre en lisant avec vous l'article 2.4 ABC de la loi. Au sens de la présente loi, on entend par défenseur des droits de l'homme toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, travaille pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Toute personne identifiée ou groupe de personnes qui agit en fonction de ses attributions, de sa profession ou de son état physique, travaille à la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toute institution ou tout organisme légalement constitué qui travaille à la promotion, à la protection et à la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles que garanties par la Constitution, les lois de la République, les instruments nationaux, régionaux et internationaux en fonction de ses attributions. Voilà à la question posée, qui est défenseur des droits de l'homme? Nous référons à l'article 2.4, les points A, B, C, on nous dit qui est défenseur des droits de l'homme. Donc, c'est une définition qui est tirée de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des défenseurs des droits de l'homme. Le droit de défendre les droits de l'homme, les associations, les groupes et ainsi de suite. Et c'est une définition qui est large. C'est-à-dire, il y a plusieurs catégories de personnes qui se retrouvent et qui peuvent être considérées comme défenseurs des droits de l'homme. Et là, on a dit clairement, au point A, toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, travaille pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Si je peux aller dans le concret, on dit toute personne. Bon. Vous pouvez vous retrouver aujourd'hui en ville ou dans n'importe quelle commune. Vous voyez des personnes qui sont en train de violer les droits des autres. Et là, nous devons insister, il faut que les gens connaissent c'est quoi la violation des droits de l'homme. Il s'agit d'un acte ou omission par un agent public, c'est-à-dire un agent de l'État, qui en principe a l'obligation de protéger les personnes et leurs biens, mais il est en train de violer les droits des autres. C'est ça la violation des droits de l'homme. Alors, quelqu'un qui voit un cas de violation des droits de l'homme, il peut intervenir pour rappeler l'obligation de l'agent de l'État. Vous ferez mieux de protéger cette personne. Ce monsieur-là, par cet acte de protection d'une personne, qu'on ne viole pas ses droits, il peut être considéré comme défenseur des droits de l'homme. Dès l'instant que l'agent de l'État, parce que dans la pratique, vous verrez, là où il y a, par exemple, des policiers, si quelqu'un dit ce qui est de droit, et il peut être la cible pour tout le monde, on peut l'emporter, dit qui es-tu pour nous faire des leçons? Vous appelez, par exemple, au niveau des PCR, le véhicule est là et on dérange, n'est-ce pas, la circulation, c'est trouble d'ordre public. Un autre qui passe peut dire, mais papa, c'est vous qui sécurisez les personnes et les biens. Mais allez-y avec le véhicule de côté, vous offrez une mauvaise scène à toute la population, vous troublez l'ordre public. Maintenant, il y a embouteillage et tout ça. On laisse le monsieur
et on s'attaque à celui qui a parlé. Il faut sentir, il faut comprendre que le monsieur qui veut promouvoir, qui veut protéger les droits de l'homme, peut être la cible. C'est en ce moment qu'on dit que ce monsieur-là, de manière individuelle, il a contribué à la promotion des droits de l'homme, il se trouve arrêté, il se trouve malmené. Là, la communauté des défenseurs des droits de l'homme peut intervenir pour dire non, cessez, il n'a fait que faire respecter les droits, les libertés fondamentales. Ça, c'est au point A. Au point B, on dit toute personne identifiée ou groupe de personnes. Vous prenez une organisation, une ONG, ça peut être AUDF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Ça peut être ACAJ, Association, n'est-ce pas, congolaise pour la justice. Ça peut être même des organisations internationales, ça peut être le Centre Carter, ce qui est une ASBEL. Ça peut être l'Organisation mondiale contre la torture. Ça peut être Centre des droits civils et politiques. Il y a autant d'ONG, plus que le nombre d'États dans le monde. Autant d'ONG, autant d'associations qui contribuent à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Aussi, vous avez même des ASBEL. Des ASBEL qui s'occupent des questions de développement. Le développement, ça fait partie des droits de l'homme. Vous avez des syndicats. Vous pouvez identifier un syndicaliste. Il appartient à un syndicat bien déterminé. Et le travail du syndicat, c'est quoi? C'est de défendre les droits des travailleurs. Et il peut se chercher la foudre de toute une entreprise parce qu'il a voulu défendre les droits des travailleurs. En ce moment, on se dit non, il faut protéger ces messieurs-là parce qu'il est victime de faits de la promotion et la protection des droits de l'homme. Donc voilà, ça peut être de manière individuelle, dans un cadre bien constitué, bien déterminé, bien connu, et une ASBEL, une ONG, et une fondation, ainsi de suite. Mais aussi, toute institution ou organisme légalement constitué qui travaille à la promotion, à la protection et à la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles que garanties par la Constitution, les lois du pays, etc. etc. Nous prenons aujourd'hui le cas comme institution, Commission nationale des droits de l'homme. Vous voyez directement dans le nom, c'est une institution d'appui à la démocratie qui est chargée de protéger les personnes. Vous prenez un organisme comme le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Mais de par l'intitulé, vous sentez et vous comprenez qu'ils sont là et ils interviennent dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l'homme. Et lorsqu'un officier de promotion et de protection des droits de l'homme, qu'il soit de la CNDH, qu'il soit du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qu'il soit de n'importe quelle organisation internationale, vous prenez l'UNESCO, vous prenez l'Organisation mondiale de la santé, autant de ces organisations, lorsqu'elles interviennent pour promouvoir les droits de l'homme, ces personnes qui sont sur terrain, on peut les considérer comme les défenseurs des droits de l'homme. Et en tout et pour tout, il faut retenir qu'un défenseur des droits de l'homme, il est apolitique. Il n'est pas là pour conquérir le pouvoir. N'empêche, mais un défenseur des droits de l'homme peut aussi être récupéré lorsqu'on sent qu'il peut contribuer, n'est-ce pas, dans le cadre du gouvernement, à faire quelque chose dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l'homme. Là, je veux parler, par exemple, du ministre des droits humains. Moi, je ne parle pas de monsieur, son Excellence Fabrice Puela, en tout cas, les salutations. Il a bien travaillé. Mais le ministre des droits humains, lorsqu'il y a des situations de violation des droits de l'homme, il n'intervient pas non plus comme étant totalement quelqu'un du gouvernement, mais il intervient aussi comme défenseur des droits de l'homme. Il va dénoncer les cas de violation, il va poser des actes dans le cadre de promouvoir les droits de l'homme. Voilà pourquoi, par exemple, moi je me dis, ce ministère des droits humains ne devrait pas faire l'objet
des combats entre les politiciens, parce qu'on a besoin de personnes qui peuvent continuer avec des politiques bien déterminées de promotion et de protection des droits de l'homme. On prend un politicien, on le met à la tête d'un ministère de droits humains, il peut faire reculer le pays de 5 ans, de 10 ans, nous ramener au mouvement populaire de la Révolution pour commencer à chanter « Nous les pionniers du Zaïre, nous chantons allègrement ». Donc voilà, il y a des ministères, il y a des services, il y a des institutions qui sont là pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Et il ne faut pas trop y mettre de la politique. Parce que lorsque la politique y intervient, c'est pour gâcher et c'est pour, n'est-ce pas, mettre en moule l'institution et le travail de promotion et de protection des droits de l'homme. Merci beaucoup, M. Henri. Il y a même un principe qui dit quand la politique entre par la porte, le droit sort par la fenêtre. Par moment, oui, merci beaucoup. Merci. Vraiment. Alors, on retient avec M. Henri qu'un défenseur des droits de l'homme est défini sur base des actions qu'il pose. Ce sont les actions de la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est comme ça qu'il serait appelé en tant que défenseur des droits de l'homme. Ce n'est pas de non, je suis défenseur des droits de l'homme, je suis défenseur. Si vous ne posez pas des actions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme. M. Henri, pensez-vous que l'État a également un rôle à jouer dans cette promotion et protection des droits de l'homme? Oui, je viens de vous dire que notre pays, la République démocratique du Congo, a une loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme. Ça signifie que l'État reconnaît le travail de promotion et de protection des droits de l'homme. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ça signifie aussi que l'État a certaines responsabilités et certaines obligations pour promouvoir, protéger et réaliser les droits de l'homme. Et les droits de l'homme qui sont catégorisés, n'est-ce pas, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits collectifs, les droits à la paix, le droit au développement. Donc tout ça, les groupes vulnérables, il y a les personnes handicapées, il y a les personnes avec handicap, il y a les minorités, il y a beaucoup de catégories. Les enfants, les détenus, il y a certaines personnes dans certains groupes qui nécessitent une attention beaucoup plus particulière. Et l'État est là pour protéger tout le monde. Et par rapport aux défenseurs des droits de l'homme, l'obligation de l'État, c'est de faire en sorte que on puisse appliquer et faire appliquer les lois de la République qui découlent des instruments juridiques. D'abord, notre loi et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Donc, il faut qu'on applique cela. Et dans tous les instruments internationaux que nous avons, eh bien, c'est quoi? C'est la recommandation du respect des défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, qu'on en arrive à obtenir cette loi, c'est à saluer parce que la RDC peut aller dans le concert des nations, parmi les nations civilisées. Nous avons une loi pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Ça signifie que nous sommes un État, un pays ouvert qui accepte que l'expression de chacun soit exprimée, qui accepte que toute personne qui contribue, n'est-ce pas, à ce qui est bien, ce qui est meilleur, ce qui est excellent, ce qui est l'intérêt, n'est-ce pas, de tout le monde, soit respecté. Parce qu'il ne suffit pas que quelqu'un dénonce un cas d'abus, un cas de corruption, on commence à le poursuivre. Et là, on se dit, non, 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 non. Là, ces restrictions-là, n'est-ce pas, des libertés des personnes, tout simplement parce qu'elles pensent autrement ou parce qu'elles disent autre chose que ce que veut quelqu'un qui est au pouvoir, là, on se dit, voilà, évoluer. Donc, l'État doit faciliter aussi l'exercice des activités du défenseur des droits de l'homme et lui garantir la confidentialité des sources. Un défenseur des droits de l'homme peut dénoncer des cas de violation des droits de l'homme dans certains milieux. Par exemple, des cas de corruption. Dans un établissement, dans un service public, il y a des détournements des deniers publics. Le défenseur, quelqu'un qui est là et qui voit, qui dénonce, eh bien, on peut le considérer comme un défenseur de droits de l'homme parce qu'il veut que les fonds publics
les trésors publics puissent servir pour la nation et non pas pour un individu. Voilà une personne à protéger. Et l'État doit aussi protéger pareille personne. L'État doit assurer la protection du défenseur des droits de l'homme, de ses collaborateurs et des membres de sa famille en cas de risque ou de danger liés à l'exercice de ses activités. Cela arrive par moments. Lorsque un défenseur des droits de l'homme a dénoncé un acte quelconque, eh bien, on commence à le poursuivre. On peut même arrêter sa femme, on peut arrêter ses enfants. C'est la débandade partout. Donc voilà, là c'est une obligation de l'État de protéger et le défenseur des droits de l'homme, sa famille, ses collaborateurs défenseurs des droits de l'homme, même les membres de l'ONG, qui peuvent être secoués, n'est-ce pas, par le fait qu'un défenseur a posé un acte et cela ne plaît pas. On en a connu dans notre pays. Paix à son âme, Tchébéa, un défenseur des droits de l'homme, qui est mort tout simplement parce qu'il voulait publier un rapport sur la situation des violations des droits de l'homme. Donc ce sont des cas qui arrivent et ça nécessite que l'État prenne ses dispositions pour dire laissez les gens s'exprimer, laissez les gens chercher l'information, laissez les gens publier l'information publique qui est importante pour la construction d'un état de droit. Et vous vous rendrez compte aussi que l'État doit veiller à ce que les violations commises contre les défenseurs des droits de l'homme à l'occasion de l'exercice de leurs activités soient punies. Un agent de l'État qui viole les droits de l'homme, qui ne fait pas ce que la loi lui recommande, qui n'agit pas dans le cadre de ses attributions, parce que tout celui qui travaille au niveau de l'État, il a des obligations professionnelles. Il y a un code de conduite, il y a une loi qui dit ce qu'il doit faire. Mais s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, dès qu'on dénonce, ça devient un problème. Alors qu'il s'agit d'une violation des droits de l'homme. À partir de ce moment-là, on dit l'État est appelé à sanctionner tous ceux qui portent atteinte aux droits garantis aux défenseurs des droits de l'homme dans l'exercice de leurs activités. Ça, c'est important, très important même. Ça peut dissuader les agents publics à commettre n'importe quels actes. Ça peut aussi dissuader les agents publics à respecter, n'est-ce pas, les règles, les normes de leur service, avant même de respecter les personnes qui dénoncent les cas de violation. Voilà pourquoi nous disons défenseur des droits de l'homme aussi a certaines responsabilités de faire le travail de manière correcte, ne pas se lancer dans la conquête du pouvoir, parce que là, on perd le contrôle. Et puis de ne pas se faire ennemi de ceux qui sont au pouvoir. Non plus. Un défenseur des droits de l'homme n'est pas un ennemi, n'est-ce pas, des autorités. Les défenseurs des droits de l'homme approchent les autorités. Et c'est ce que nous appelons le plaidoyer. Nous allons vers l'autorité, parce qu'il s'agit de l'autorité qui prend les décisions. Le défenseur des droits de l'homme ne peut jamais prendre une décision. Il y a des violations des droits de l'homme par-ci, par-là, j'interviens. Ça peut être sur le plan judiciaire, ça peut être par des déclarations, pour que l'autorité puisse poser des actes qui soient conformes et qui respectent les droits des personnes. Donc voilà le travail du défenseur des droits de l'homme, qui n'est pas l'ennemi. Mais le défenseur des droits de l'homme peut avoir une position contraire avec celle du gouvernement, avec celle de l'autorité. Vous me parlez par exemple de la... n'est-ce pas, le lever de la mesure, le moratoire sur la peine de mort. Ça, c'est le gouvernement qui a parlé. Oui, dans notre pays, il y a une psychose, la guerre et tout ça. Il y a la traîtrise, etc. Moi, je dis non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qui est le mieux à faire, c'est de s'occuper des traîtres qui sont là. C'est de faire en sorte qu'on extirpe les agents qui sont reconnus fautifs. Et c'est ça même l'objectif de la justice transitionnelle, qui est importante pour ce pays. Nous pensons que le président de la République, pendant ce mandat, s'il s'attelle sur cette question de la justice transitionnelle, on peut transformer beaucoup de choses dans ce pays. Mais ce n'est pas dire, non, quand on lève le moratoire, ça signifie que la guerre est terminée, ça signifie qu'il n'y a plus de traîtres dans... Non. Mais cette question a été soulevée au Parlement à un certain moment. On a dit que parmi nous, les députés ici, il y en a qui sont des traîtres. C'est parce qu'il y a la peine de mort.
C'est parce qu'il n'y a pas la peine de mort qui est exécutée? Non. Donc c'est ça. C'est une expression. Donc le défenseur des droits de l'homme peut penser de manière contraire à ce que pense le gouvernement. Et il n'est pas l'ennemi de l'État. On n'est pas ennemi de l'État. Et vous verrez ici, il y a une disposition. Je vais finir avec ce point. Peut-être qu'on va continuer. Dans l'exercice de ses compétences régaliennes, l'État encourage ses fonctionnaires et agents à respecter et à faire respecter les droits de l'homme conformément aux lois et règlements de la République. Ça, c'est l'article 17 de la loi. Dans l'exercice de ses compétences régaliennes, l'État encourage ses fonctionnaires et agents à respecter et à faire respecter les droits de l'homme conformément aux lois et règlements de la République. C'est aussi l'article 60 de notre Constitution qui oblige toute personne, tout service, n'est-ce pas, de la République, toute institution, de respecter les droits de l'homme. Et on dit, nul ne peut subir les représailles de quelque forme soit-elle du fait de la dénonciation de la violation des droits de l'homme. Je peux m'arrêter là, madame, si vous permettez. Peut-être qu'on pourra continuer prochainement. Oui, on comprend avec le propos de Maître Henri que l'État a un grand rôle à jouer dans la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et aussi, on a constaté qu'il y a vraiment un grand problème lié à la dénonciation. Lorsque vous dénoncez, il y a le représailles qui vous suivent en dépit de ce que prévoit la loi. On espère que l'État va vraiment veiller à ce que dit la loi qui protège les défenseurs des droits de l'homme. Maître Henri, pour finir, avez-vous un mot de la fin parce que nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Une petite recommandation, 10 minutes. Juste une minute, nous disons que la défense des droits de l'homme, c'est au centre, n'est-ce pas, du pouvoir de l'État. Et la promotion, la protection, la réalisation des droits de l'homme, c'est une attribution fondamentale pour l'État, pour qu'il puisse réaliser le développement, pour qu'il puisse renforcer l'état de droit. Et donc les droits de l'homme, c'est incontournable. Plusieurs États dans le monde, ou plusieurs dirigeants dans le monde ont commis beaucoup d'erreurs parce qu'ils ont relégué les droits de l'homme au second plan. Merci beaucoup, Maître Henri. Sans le droit de l'homme, il n'y a pas de développement. Sans le droit de l'homme, il n'y a pas d'état de droit, pas d'état de droit, de démocratie. Merci beaucoup, Maître Henri, d'avoir répondu présent à notre invitation. Et nous remercions également nos chers téléspectateurs qui ont été nombreux à nous suivre. Alors, vous comprenez avec moi que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était la DH à la portée de tous, tout le droit de l'homme à votre portée, présenté par Maître Jail Manzambi, diffusé à la RTCI chaque lundi à partir de 16h10, mardi à 16h15 et puis le vendredi à 18h10. Et nous remercions M. Roger Chita qui nous a accompagnés à la réalisation. À très prochainement.